Très heureux d'être avec vous ce soir sur notre radio-télévision Cœur de Savoie. On est très heureux parce que ce soir, on a une invitée d'honneur, Astrid Stuckenberger, qui nous a rejoint. Très heureux, Astrid, de pouvoir être à tes côtés ce soir. C'est très important. Je voulais commencer cette émission avec un bouquin. Alors, je me suis intéressé un peu tard, mais j'ai trouvé un livre qui me paraissait très intéressant sur la natalité la durée de vie, entre les femmes et les hommes. Et a priori, Dieu n'aurait pas fait un équilibre tout à fait excellent. En fait, non, on est différents. On est complémentaires, mais on est différents. Ça s'appelle Vieillissement différentiel homme-femme, dossier de recherche. Et c'était un livre de 1996. Mais en fait, il est encore totalement d'actualité parce qu'en fait, en recherche, souvent, on met tout le monde dans le même panier et on ne regarde pas la différence entre hommes et femmes. Oui, et donc, il y a une vraie confusion. En fait, dans le parcours de vie d'un homme et une femme, c'est des choses différentes. Biologiquement, on est différents, même si certains essayent de tout mélanger. X, Y, c'est différent. Et puis, une femme, elle l'enfante. Et donc, du coup, elle a une vie différente. D'accord. Et donc là, je démontre que dans la recherche, il faut absolument analyser les choses différemment. Sinon, on a une moyenne et on ne peut pas répondre aux besoins d'un homme ou d'une femme dans son parcours et surtout dans le vieillissement. D'accord, ok. Bon, et dans mon doctorat, juste pour dire c'est important, j'avais mesuré la santé subjective versus objective parce que la santé subjective prédit le mieux la santé et la longévité. Et j'ai étudié 900 personnes à Genève dans la population, stratifiée, représentative. C'était toute une méthodologie que personne n'applique en clinique, mais voilà. Et j'ai trouvé une différence vraiment nette. C'est-à-dire que comment un homme il évalue la santé ou la maladie est différent de la femme et comment il réagit. Et l'homme, il a un mécanisme de fuite. Quand il est malade, il dit non, ça va et ça va passer, ça sera plus tard. Et la femme, non, elle embête tout le monde peut-être, elle est un peu hypocondriaque, mais elle dit ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose et elle fait quelque chose. Alors elle aurait peut-être un mental un petit peu au-dessus. Non, mon explication, en tout cas dans le doctorat, c'était en fait, elle est obligée, de par sa biologie, de s'occuper d'elle plus qu'un homme. Parce qu'elle a les règles tous les mois, après il y a l'enfantement, après elle doit s'occuper de l'enfant, des fois du mari, souvent. Et puis à la ménopause, elle voit vraiment la différence de la fin de sa vie fertile. Et donc elle a l'habitude de se regarder, de s'évaluer et d'agir. Et avec le temps, on est de plus en plus bon médecin de soi-même. D'accord. Et donc l'homme, lui, il n'aime pas parce qu'il a le rôle du fort et de dire qu'il est malade, il a peur, il perd sa virilité. Heureusement, c'est de moins en moins comme ça. Il est fort ça c'est un peu aussi les idées reçues. Dans son mental, il n'est pas forcément plus fort que la femme, en fin de compte. Compte tenu de toutes les charges qu'elle a, je veux dire, dans la vie de famille, dans le fait d'enfanter, d'élever les enfants, etc. Oui, alors il y a des études psychologiques qui montrent que la femme peut passer plus d'épreuves, elle est plus résistante aux épreuves que les hommes dans l'émotion. Mais on généralise, je veux dire, il faut aussi voir qu'on a assigné des rôles aux hommes de grande responsabilité, t'es responsable de la famille. Aujourd'hui, c'est moins comme ça, parce qu'il y a eu trop de divorces, c'est presque pathologique les divorces. On n'est pas normal si on reste marié toute sa vie, quoi. Et donc, il a pris un rôle assigné et il ne veut pas sortir. Non, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas faire ci. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de soins. Il y a d'ailleurs en Angleterre la santé des hommes et la santé des femmes. Et il y a des centres de soins différents. Parce qu'ils sont différents. On a un métabolisme différent. L'homme, c'est la testostérone qui le fait marcher. Dans l'anti-âge, c'est les 2 autres livres que j'ai faits sur la médecine anti-âge pour le gouvernement. Et pour bien vieillir, en fait, un homme, il a besoin que ça continue à marcher, la machine. Et on regarde les testostérones. Et chez la femme, non, on regarde les œstrogènes et les progestérone. Donc, on ne peut pas se tromper. Il faut faire, et c'est pour ça que la médecine personnalisée et hommes et femmes est très importante pour le bien-être. Oui, c'est pas toujours compris par l'homme tout ça, mais bon, c'est bien expliqué. Oui. Ouais. C'est très non, bien. Ça va mieux. Les hommes, ils sont plus conscients aujourd'hui. Ils ont le droit de se soigner, même d'aller chez le médecin esthétique. Ok, c'était important. Je voulais juste faire cette entrée qui est peut-être pas forcément dans les habitudes, mais là je trouvais que c'était bien de souligner ce petit bouquin que j'ai découvert, Vieillissement différentiel, hommes et femmes, que je vous recommande tous. Ah oui, vous pouvez le trouver sur mon site web, là, pas mal de choses, c'est un prix abordable, quoi. Eh bien, c'est très bien comme ça, vous êtes bien informés là-dessus.
On voulait attaquer aussi un autre sujet, bon, vu les élections américaines qu'il y a eu récemment, évidemment, Trump va prendre donc son poste au début de l'année. Qu'est-ce que tu penses de cette situation au niveau mondial? Comment tu vois la chose, toi, personnellement? Alors, pour tous ceux qui ont des doutes sur Trump, moi, je leur dis, écoutez, c'est mieux que Biden, hein. Alors, Biden et Kamala Harris, je leur dis, vous trouvez pas? Et ils tous me répondent oui. Moins pire. Moins pire, voilà. Donc, on part déjà d'une échelle du pire, et puis on dit, non, il est mieux. Donc ça, c'est pour ceux qui doutent et qui connaissent pas bien le dossier. Mais si vous analysez vraiment le dossier de qui est Trump, qui est venu le placer en politique, pourquoi il est venu en politique, et que vous analysez son bilan, sans avec tout le fanfaronnage et les médias qui l'ont ridiculisé, ah ben bravo quand même, il n'a jamais fait de guerre, il a arrêté les réseaux de pédocriminels, il est en plein dedans, le trafic d'enfants, il veut pas que les immigrants illégaux arrivent, surtout les drogues et tout ce qui s'ensuit. Donc, au bilan, franchement, il est vraiment intéressant. Et moi, je me suis intéressée au début, je me disais, mais c'est qui ce clown et tout ça? Parce qu'on l'a fait décrier comme s'il n'aimait pas les femmes. Il a une femme magnifique, qui est d'ailleurs européenne, descendante des Romanov, apparemment de Russie. Mais il a du respect, mais il a un genre patriotique, il a un langage qui plaît aux paysans, qui plaît à tout le monde, de la rue. Donc il a adapté un genre de rôle très intéressant. Et quand j'ai appris que c'est l'armée de JFK, de Kennedy, qui l'ont mis au pouvoir en disant il faut maintenant qu'on fasse l'opération d'arrêter le deep state comme JFK avait promis, ça m'a fait oui, c'est ça. Et quand le Covid a commencé, la guerre Covid sur le peuple, j'ai dit ça y est, c'est ça. Et quand on a vu les élections qu'il avait pour moi déjà gagnées, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne renverse pas? Et quand Biden a été mis comme président, il était en fait président de la société américaine privée. Et donc tout ça, ça va sortir maintenant. Parce que je me disais, mais pourquoi ça prend tellement de temps pour renverser cette situation absurde? Et donc, je veux dire ça, c'est qu'en fait, à mesure depuis 3-4 ans que je fais la route, de la pédagogie et de l'information, et j'ai rencontré des militaires dont je tairai absolument le nom et l'origine, mais ce que je peux dire, c'est qu'ils travaillaient pour l'armée américaine, et quand ils sont dans l'élite, ils ont toujours les informations. Oui. C'est des gens de confiance, et ils m'ont confirmé qu'il y a une guerre souterraine et subterranéenne, mais que c'est vraiment contre l'État profond, donc il ne faut surtout pas montrer les cartes. On dit à l'ennemi qu'on est là, on n'est pas là. Et l'arrivée de Trump est normale, puisque c'est la fin de ces opérations, même s'ils n'ont pas trouvé tous les rats et qu'ils vont les arrêter en temps voulu. La fin d'un cycle, enfin. Voilà. Donc moi, ça, c'est un scénario qui me plaît d'ailleurs. Puis un troisième scénario qu'il faut garder quand même, c'est que Trump soit il n'est pas ce qu'il dit, soit il est déjà modifié, ou on l'a déjà pris en otage, si vous voulez, et qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut, et que si son mandat ne se produit pas comme on pense, pour le bien, il y a peut-être qu'il ne peut pas, parce que les institutions sont trop, ou qu'ils essayent de faire un reset contre notre propre évolution spirituelle, culturelle, parce que le monde est en train de changer complètement. Là, il risque d'y avoir un grand basculement, mais peut-être aussi que le Deep State, il craint à ce qu'il y ait des révélations monstrueuses sur des tas de sujets. Oui. Ça, il pourrait nous refaire une sorte de Kennedy, par exemple. Oui, mais il a déjà échappé à tellement d'attentats. Ils nous ont officialisé des attentats, mais il y en a plein qu'il est barricadé comme personne d'autre, c'est normal. Mais qu'est-ce qui va nous faire le scénario? De quoi tu voulais Non, je voulais dire qu'il pouvait être exposé au même titre que Kennedy, lorsqu'à un moment il a voulu dénoncer le pouvoir sombre. 6 jours après, il était assassiné à Dallas. Mais là, Général Flynn, je ne sais pas si vous avez suivi, mais dès qu'il y a eu l'élection, écrasante, ça n'a jamais été vu dans l'histoire des États-Unis, il a dit sur X, que je suis, mais sur d'autres aussi. Oui. Mais j'aime bien le Général Flynn, parce que c'est un ancien qui était du mauvais côté et qui s'est révolté, parce que ça allait trop loin. Et lui, il a dit, maintenant,
vous pouvez fêter aujourd'hui et célébrer, mais demain, il faut arrêter, il faut prier pour Trump. Et aux États-Unis, on prie. Ici, officiellement, on ne dit rien. Oui. Mais moi, j'aime bien cette idée, et parce qu'il est en grand danger. Il faut qu'il arrive au 20 janvier. Ils vont tout faire pour l'éliminer. Oui, c'est certain. Donc, ils sont au courant. C'est une tactique de guerre. Oui. Et donc, il ne faut pas baisser pavillon, parce que c'est un moment très important. Et vous avez vu comme il a vite changé les chaises. Et on dirait que c'est lui qui dirige le pays. Enfin, moi, je suis étonnée parce que avant les news le cassaient tout le temps. Et là, on dirait que c'est lui qui préside. Ah, oui. Et je place lui, je place Kennedy à la santé, et je passe le Metzler, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, comme... alors, en fin de compte, ça pourrait, vu les tensions en Ukraine et ce qui se passe, l'OTAN, il semblerait qu'ils aient déjà un peu perdu la guerre, il me semble. Et Trump pourrait apporter une solution de paix, quelque part. Il a dit ? Non, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est à peine arrivé, qu'il dit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il va faire, et il change, et il déstabilise beaucoup l'ennemi. Je veux dire. Rien que la solution sur l'Ukraine, résoudre ce problème de tension, je veux dire, ça pourrait, ce sujet à lui seul, le faire renverser, en fin de compte, s'il voulait. Ah, mais pour moi, je suis dans le scénario 2, là. Pour moi, il tient déjà toutes les cartes avec Poutine. Oui. Ils sont amis depuis le début, ils se passaient le ballon, ils avaient fait tout des... Si vous analysez bien les gestes symboliques entre toute l'alliance, la continuité des gouvernements, ça s'appelait Continuity of Government, COV, qui est écrit dans le manuel de guerre de militaires. Donc, ceux qui sont militaires, mon père était militaire, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette logique. Ben non, ils tiennent toutes les cartes. Mais de toute façon, il semble qu'il y a déjà des tractations entre lui et Poutine. Donc, oui, ils ont... Pour moi... ils ont fait le scénario ensemble. Ok, d'accord. L'Ukraine est le centre des laboratoires. C'est pas Wuhan, c'est en Ukraine qu'il y a les P4 et les laboratoires les plus dangereux. Les laboratoires. Les nazis aussi. Et on fait un centre là. Et puis il y avait encore une troisième. Tous les trafics d'enfants. Hunter Biden a des grosses caisses là-bas avec son père, et ça a été dénoncé, en tout cas dans nos nouvelles alternatives. On pouvait voir et lire tout ça. Moi, je ne me suis pas attaquée à tout le dossier, mais c'est énorme. Oui, j'imagine bien. Alors, il y a un autre dossier qui est énorme et qui était déjà depuis sa non-élection officielle, mais qui était élu. Biden, il fallait qu'il prenne ce pouvoir pour montrer aux gens, le regarder où vont les rats, quoi. C'est la pédocriminalité et le trafic d'enfants. Et c'est pas anodin que Epstein toute la liste d'Epstein sort au début des 4 ans de Biden, et qu'à la fin des 4 ans de Biden, c'est la liste de Didi, où il y a toutes les stars d'Hollywood, et il y en a qui tremblent, parce qu'ils sont sur les listes en France, partout, et il a dit, je vais la publier. Donc voilà, ils vont pas faire peur, et ça a été dit aussi. Ils veulent une guerre où il y a le moins de dégâts possible. Donc, pour faire le moins de dégâts possible, on essaye de ne pas faire peur. Ouais. Contrairement aux autres qui ont essayé de faire peur avec le Covid, la nucléaire et tout ça. Oui, c'est un sujet fou. Beaucoup de gens se refusent à croire tout ça, mais c'est beaucoup plus poussé. Il commence, oui. Je pense que quand même, les choses mûrissent un petit peu. D'ailleurs, on est là aussi pour vous aider à comprendre certaines situations. Moi, je voulais aussi savoir, par rapport à l'Ukraine, les avantages, ou qu'est-ce qui pourrait changer, en tout cas régionalement, ici en Europe, ou plus précisément en Suisse, en France voisine. D'abord, économiquement, moi, je ne suis pas économiste, mais je parle à des économistes, j'ai dit, il y a tout qui s'est écroulé. Ils disent, non, il y a eu des années... par exemple, le taux hypothécaire en Suisse, il était très bas, et il a bondi à 3, et je dis, mais pourquoi 3%? Et parce qu'il n'y avait plus d'énergie à cause de l'Ukraine, à cause de la guerre de l'Ukraine. C'est la guerre de l'Ukraine qui a créé un agent de scission économique, et j'ai dit, mais c'est fou ça. Donc en fait, il doit y avoir un reset aussi de ce côté-là, que moi je ne comprends pas économiquement, mais c'est très important pour montrer que l'OTAN joue un jeu et veut jouer les gentils qui viennent sauver l'Ukraine, quand en fait
c'est des colonisateurs, alors que Poutine n'a jamais été un colonisateur. Il a été plutôt sauvé l'Europe de la Deuxième Guerre mondiale, quand même. Il a eu plus de 6 millions de morts. On en parle beaucoup moins que les Alliés, mais effectivement, sans la Russie, je pense que le front de l'Est aurait pas, enfin, il n'y aurait pas cette circonstance. Je ne suis pas sûr que les Alliés auraient pu repousser les Allemands tel que ça s'est passé. Moi, c'est très important parce que ta position aussi sur le côté de la Savoie, je voudrais savoir un petit peu ton avis là-dessus. C'est une question qui me tient à cœur, mais pas seulement à moi. Les Savoisiens seraient probablement contents de t'entendre parler un petit peu de ces mouvements de souveraineté ou de ces différents groupes qui sont pas forcément en adéquation les uns avec les autres. Il y a des petits conflits entre, mais de ton regard à toi, qu'est-ce que tu penses de ces revendications sur la Savoie ? Non, alors d'abord, je veux féliciter la chanson de Frénétique. Frénétique, hein, comme ça. Oui. Qu'on a entendu au début. Bravo, les jeunes, là. C'est vraiment magnifique, les jeunes et moins jeunes. C'est génial. C'est génial, c'est bien fait, c'est humain. Voit, on est dans il y a plein de valeurs qui passent. Oui. Et je crois que tu vas peut-être les inviter. Oui, on y a pensé. Frénétique Croix de Savoie, je vous invite à écouter les paroles parce qu'elles sont bien nourries. C'est pour ça qu'on a voulu les mettre en intro. Je pensais que c'était... Voilà. C'est super. Et on voit qu'ils connaissent le dossier. En tout cas, c'est pas comme s'ils parlent... chansons aujourd'hui, on ne sait pas de quoi ils parlent et ils cassent tout. Là, non, c'est une construction de leur vie, leur culture. Ouais. Ils ont bien posé les fondations. D'ailleurs, ils le marquent, Savoie libre, enfin plein de sujets de ce genre. Observez la vidéo, écoutez bien les paroles et vous verrez. Normalement, ça devrait parler aux gens les plus, comment dirais-je, les plus affirmés sur la question de la Savoie. Oui, et c'est pas du wokisme. Hein. On est vraiment dans la réalité de l'humanité là. Oui. Alors, donc moi, j'admire la Savoie et je veux dire une chose, c'est que la Suisse. Jusqu'à Sion, où j'ai étudié à Sainte-Marie-des-Anges, était savoyard. Et même la vallée où j'ai grandi, à Verbier, c'était la Savoie montait jusqu'à Grand Saint-Bernard. Là, Napoléon il est passé là. Tout à fait. Donc il faut dire qu'on a un cœur un peu semblable. Il y a des disputes sur les frontières, on s'en fout. Mais peut-être que le futur, c'est d'avoir une plus grande Europe sans frontières. Exactement. Mais je pense qu'en fait, nous sommes cousins quelque part et qu'il y a un vrai projet peut-être de liberté pour les peuples. La Savoie pourrait être peut-être un des pays, en tout cas, qui pourrait s'affirmer en tant que tel, vu que tous les pays de la planète sont un petit peu mis sous condition. Donc, quelque part, une liberté sous condition n'est plus une liberté, en fin de compte. Non, mais le dossier à l'ONU de l'autodétermination des peuples, il est énorme. Énorme. Les nombres de peuples qui ont été asservis alors que c'est leur terre. Moi, je défendais Ron Barnes, qui représentait ici les peuples indigènes d'Alaska, parce qu'il avait tous les dossiers que la Russie a vendus aux États-Unis, l'Alaska, la partie à l'ouest, et qu'ils refusaient qu'on paye des impôts sur leurs poissons et leurs terres. Et donc, il a été très très loin jusqu'au moment où Clinton l'a exilé. Donc, en fait, il y a tout un dossier à cause des raisons économiques, de autodétermination des peuples. Hawaï n'est pas américain, Alaska non plus. Il y a des intérêts Et la Savoie, c'est la même chose. C'est le grenier de la France. Et ils ne vont pas abandonner ça rapidement. Mais finalement, la souveraineté, elle est d'abord individuelle par la loi naturelle. Il suffit d'appliquer la loi naturelle. Et la loi, tout ça, ça va... À mon avis, il va y avoir un grand changement quand même sur la souveraineté, retour à la souveraineté. On ne peut pas se faire diriger par l'ONU, le Conseil de sécurité. On ne sait même pas ce qu'ils signent. D'ailleurs, on peut aussi préciser que certains n'y verront peut-être pas de lien, mais les 5 membres permanents du Conseil de sécurité sont aussi les 5 plus gros marchands d'armes au monde. Ça peut aider un petit... Pour ceux qui ne savent pas, 5 pays avec le droit de veto et la France. Exactement. Donc ça, c'est une question à laquelle il faut réfléchir un petit peu. Oui. Après, c'est une dictature. On peut le dire de cette façon. Parce que Chirac avait mis le droit de veto au Villepin de ne pas faire la guerre à l'Irak. Et puis ça n'a pas marché. Il est quand même rentré. Donc vous voyez bien que même dans le fonctionnement des Nations Unies, il y a une dictature. Et qui c'est qui réagit? Qui est la police du monde? C'est ça l'enjeu aussi de l'histoire de Trump, parce que ça va avoir des répercussions ici. Vous avez un pays qui est vraiment dirigé par une dictature folle, très bizarre, et puis c'est pas le seul pays. Donc je pense qu'il y a un retour en arrière du pendule, là, vers la souveraineté. Les gens, comme cette chanson,
de frénétique qui dit oui, retour à eux-mêmes, quoi. Mais il y a des gens qui, en Savoie, poussent, comment dirais-je, la logique de la souveraineté au-delà du simple mot, c'est-à-dire qu'ils lancent des procédures de contestation, que ce soit sur l'impôt, sur les administrations, voilà. En fait, la souveraineté, c'est comme tu le disais, c'est individuel, c'est chacun d'entre nous, chaque jour, lorsqu'on se présente, eh bien, on s'affirme en tant que citoyen de Savoie, voilà. Et on donne notre représentativité, on a un papier, puis c'est limité dans le temps. Oui. On ne va pas donner notre vie à l'ONU. Exactement. Non, ça va changer. D'ailleurs, je suis très contente parce que le président Trump, il a dit qu'il allait démanteler l'OMS. Comment il a dit ? Sortir de l'OMS. Oui. Donc voilà, ça va être très difficile. Et puis démanteler l'ONU. Oui. Donc ça veut dire pas démanteler. Non, pas forcément. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont contre le pacte du futur, qu'ils ont signé sans nous, de faire tout en digital, de l'intelligence artificielle qui soigne la santé mentale, qui remplace les médecins, les avocats et tout. Faut voir où on va, là. Oui, justement, ton regard par rapport à l'IA ou à l'AI sur la numérisation de tous les systèmes, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contrôle ou de perte de liberté et par là même des souverainetés individuelles ? Est-ce que les gens, tu crois, qu'ils se rendent compte un petit peu de tout ça ? Ils ne se rendent pas compte des conséquences. D'abord, on appelle c'est presque un abus de langage et une atteinte à la dignité d'appeler intelligence artificielle. On devrait changer ce mot, parce que c'est quoi l'intelligence, là ? C'est une automatisation. Et c'est vraiment une automatisation d'une synthèse des trucs comme ça. Et donc, on devrait s'élever, nous, en tant qu'intelligence supérieure de ces machines. Et le gros problème éthique, moi j'étais dans le comité d'éthique, non seulement de l'OMS, mais au Conseil de l'Europe, là, sur pas mal de trucs. J'ai même parlé en 2019 en Chine, à une des universités, avec des Français, tout un groupe de femmes françaises avocates contre l'éthique, on devait parler de la télémédecine et de l'innovation. Et alors, moi, j'ai déroulé le problème principal, 2-3 problèmes principaux quand même, c'est la protection des données. Déjà, avec l'identité vaccinale, même le restaurant savait qui vous étiez, où vous alliez chez votre médecin. Dramatique. Donc, ça avait commencé à casser déjà, mais c'était déjà avant. Si vous avez un truc comme Alexa à la maison ou des trucs Wi-Fi, ils peuvent enregistrer puis savoir tout ce que vous faites. Les caméras peuvent vous filmer, c'est magnifique. Hein. Simplement le téléphone. Oui, c'est le non-consentement en fait. Ils peuvent prendre nos données, ils le font déjà, et c'est un des gros problèmes entre l'Europe et les États-Unis, c'est que les États-Unis, ils n'ont pas de limite. Facebook. Ils peuvent analyser et ils arrivent à prédire quand une fille elle va être enceinte, elle reçoit des Pampers avant qu'elle ait enceinte. Non, et puis ça marche, hein. C'est étonnant, mais c'est de la prédiction. Mais en fait, c'est ce qu'ils voudraient utiliser dans le cadre de l'agenda 2030, peut-être, non ? Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est le contrôle total. Oui. Donc, on prend les individus comme des choses. Oui. On leur met plein de senseurs, comme ça on a les données de s'ils dorment, s'ils sont malades, etc. Et puis, il n'y a pas de protection des données, il n'y a pas de consentement éclairé, il n'y a aucune régulation. Et les gens à la tête des gouvernements disent non, il ne faut pas réguler parce qu'on va enlever l'expansion du secteur privé. Ça, c'est le gros argument. Mais quel secteur privé ? Il nous vaut du bien, le secteur privé ? Conflit d'intérêts total, comme pour l'expérimentation vaccinale. Donc, il faut faire très, très, très attention. Parce que qui est derrière l'AI programme et qui est derrière l'AI et programme peut contrôler dès que chez vous, vous avez une régulation des impôts et tout ça. Donc, c'est l'œil de le grand Big Brother, là. Surveillance. Comme Huxley, le Nouveau Monde, le Brave New World. Mais écoutez, c'est nouveau, il faut aller à un extrême. Il va y avoir des erreurs. Oui. Il y a déjà des erreurs médicales parce qu'on regarde que l'ordinateur et pas l'être humain. Et puis, il y a, malheureusement, c'est ça qu'il va falloir pour que les choses changent et reviennent en arrière. Il faut pas que... je veux dire, je dis toujours l'exemple, il faut que l'innovation et la technologie soient au service de l'humain, mais pas le contraire. Et donc, si par exemple, si votre machine à laver et votre machine à laver la vaisselle et le linge commencent à prendre le dessus sur votre maison, et qu'elle dit « Maintenant, toi, tu vas faire à manger pour moi », oui, il y a un problème. Ah, oui. Parce qu'au début, vous savez que la machine à laver Siemens, elle devait faire le tour de l'Europe parce que les gens avaient peur. Ils ont dit « Mais qu'est-ce qu'elles vont faire, les femmes, s'il n'y a plus de machine à laver ?»
Non, Oui, c'est c'est pas un une bon blague, raisonnement. c'est pas Tout à une fait, tout à blague. fait. Parce qu'ils se sont dit, ils vont prendre mon travail. Mais bon, ils peuvent faire du travail bête qu'on n'a pas besoin de faire, mais nous, on va s'élever et on va pas perdre le travail, être des esclaves d'un système. Mais il y a une potentialité positive, mais En il faut fait, la trouver. l'humain perd toute valeur, mais devient comme un code barre, un code de Si consommation. il ou ne peut pas dire non. Ah, Et moi, qui suis experte avec les personnes âgées dans le numérique, elles naviguent plus, elles Mhm. n'arrivent plus à gérer toutes les données qui commencent à un nouvel ordinateur chaque année, tout ça. Donc, c'est pas normal. Il faut que tout être humain puisse vivre en dehors d'une matrice AI ou technologique, comme Frénétique. Ils prennent leur guitare, pas besoin de leur téléphone, et ils arrivent à vivre. C'est ça. ça va être Si extrêmement compliqué on ne ce que peut tu pas... Bah oui, mais moi je réfléchis tous les dis. jours. Un objet de comportement, on sent même s'en rendre compte, je veux dire, tout ça. Mais il faut qu'on puisse te détoxifier Ouais. de ce système. C'est quand même incroyable Mais il faut qu'on passe que les par... gens mangent. Aujourd'hui, j'étais en montagne, Ouais. il mange avec son ordinateur Ouais, devant lui et Mm. des montagnes magnifiques. Mm, Ça me choque. Oui, hein. oui. Il regarde les montagnes sur le téléphone. Alors, ou bien on aura deux typologies d'humains. Le pseudo-robot qui fait avec la machine et qui est esclave, et puis ceux qui se libèrent et qui vont être différents. Eh bien, écoute, Astrid, C'est c'est mon vraiment espoir. très intéressant. On pourra en parler pendant des heures. C'est passionnant tout ce que tu nous racontes. Quel que soit le sujet, tu trouves toujours réponse. Moi, je suis très content que tu sois sur notre réseau d'information, Radio TV Cœur de Savoie, je vous le répète. C'est un média qui est un peu nouveau. Vous aurez des contenus prochainement sur Internet. Vous pourrez prendre des informations. On diffusera plein de contenus, c'est promis. Astrid. Et de la musique. Et de la musique. Bravo, Radio Savoie. Voilà, ça serait bien que tu nous le remettes un petit peu. C'était vraiment sympa pour finir. Cœur de Savoie. Ouais, Frénétique. Radio Cœur de Savoie. Radio Et on Cœur pourra de Savoie. l'entendre dans toute l'Europe, là. Alors, dans toute l'Europe, je ne sais pas. Si seulement, ça serait bien. Alors, ce groupe, ça s'appelle Frantic, hein, Croix de Savoie. Si on peut avoir un extrait, ça serait top. Ouais, faut que ça fasse le buzz. Ouais, C'est je ça pense. la En plus, propagande positive. ils ont tourné ça dans un alpage en montagne. À mon avis, ça doit être en Tarentaise, parce que vu le drapeau... Bon, vous m'inviterez au concert, moi, je vais les connaître. Ok. Ben, on pourrait... Il y a des concerts qui sont ici. Ça pourrait être une idée d'invitation. C'est au Rock and Poche. C'est à côté. Ok. Ça serait sympa. Oui. Voilà, je vous laisse écouter. Je vous dis bonne soirée. Astrid, je te remercie beaucoup. C'est Merci vraiment à sympa toi. de nous avoir consacré du Merci. temps. Au revoir. Au revoir. C'est l'atroce génocide, la France impératrice de l'acide. La guerre emporte à nos anges, c'est l'ogre jacobin qui les mange. Ils aimaient trop la loyauté, la République les a massacrés. La trahison est son